Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Mad Max. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. You want to get through this? Do as I say. Dying times here. Bonne écoute. Thunderdome. 2 men enter, 1 man leaves. Bienvenue à Bartertown. Aujourd'hui, on parle de Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, sorti en 1985 et réalisé par George Miller et George Ogilvy, avec Mel Gibson, Bruce Spence, Frank Thring, Tina Turner, Angelo Rosito, Paul Larson, Angry Anderson, Robert Grubb et Helen Buddy. Je suis Mathieu. Et aujourd'hui, je vous apprends quelque chose, que avec de la merde de cochon, on peut faire de l'énergie. Mais s'il n'y a pas de merde, il n'y a pas d'énergie. Et s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de podcast. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de Mad Max. Aujourd'hui, c'est ça, on fait une petite pause avec la franchise là, des Planètes des Singes. Dans le fond, on va reparler de la Planète des Singes là, au prochain podcast. Mais c'est ça, on s'en va tranquillement, là, pas vite, mais quand même à vitesse grand V, parce que ça va être quelque chose comme dans 3 semaines. On va avoir le nouveau Mad Max, spin-off. Ça, dans le fond, là, la rétrospective, je l'ai fait toute intercoupé là, avec des films là, de La Planète des Singes, juste pour une question là, de diversifier les choses un peu. Je sais pas si j'aurais dû peut-être les coller ensemble ou pas, mais bon. Fait que c'est la semaine prochaine. Mais, on parlera pas encore de Fury Road. On va juste comme encore couper ça, mais on va parler de Fury Road, puis après ça, on va parler là, de Furiosa, là, le 5e film, là, qui est un film spin-off, mais je sais pas si ça va être vraiment c'est nécessaire, puis c'est quelque chose là, qui est supposé être bien différent. Là, c'est le même réalisateur en arrière, puis est-ce que le personnage de Max est vraiment important là-dedans? En tout cas, quelque chose qu'on va parler, là, probablement là, quand je vais parler là, de Furiosa, là, dans le fond. Mais c'est ça, fait que dans le film aujourd'hui, si mettons on se rapporte là, à ce qui s'est passé là, depuis le film là, de Road Warrior là, de 1981, Miller, réalisateur, a depuis ce temps-là, Mad Max 2 était reconnu comme étant un des plus grands films là, d'action. Là. En tout cas, dans le fond, il y a eu comme un phénomène avec ça un peu. Puis c'est sûr, ça l'a mis George Miller sur la map, mais tu sais, je regarde ce qu'il a fait là, entre les 2 et 3e films. Là, il y a quand même genre 4 ans là, au travers de ça. C'est sûr que c'est tout le temps de filmer et des affaires de même, là, de la pré-production, des affaires de même, mais c'est comme, mettons, en 81, tu as la sortie, puis tu sais, en 82, 83, Miller, il a fait des projets télé là, en Australie. Dans le fond, il a fait une petite partie là, d'un film là, de Twilight Zone, Nightmare at 20,000 Feet. Puis, il a fait quelques mini-séries aussi, là, The Dismissal et The Crowbar. The Cowra Breakout. Fait que, tu sais, mais c'est toutes des mini-séries puis des affaires qui sont allées juste à la télé. Il y a rien de gros. C'est quand même assez étrange. Puis, entre-temps, son co-producteur, Monsieur Byron Kennedy, il est mort là, d'un accident d'avion. Mais il avait commencé à travailler, d'après ce que je peux comprendre, il n'y a pas de source là-dessus, mais il avait quand même commencé à écrire le script là, pour avoir un 3e Mad Max. Et George Miller, c'est sûr qu'il n'y avait pas le moral à ça. Je veux dire, c'est comme il a tout construit un peu là, avec M. Kennedy. Fait que il va avoir demandé, là, je viens juste de parler là, une des séries qu'il a fait, là, de Dismissal, le réalisateur de tout ça, ou en tout cas quelqu'un qui avait écrit avec lui là,
ben, il a embarqué avec lui, dans le fond, là, pour réaliser le film, là, le co-directeur là, du film aujourd'hui, là, George Ogilvy. Fait que c'est comme ça que le film a été fait, puis tu sais, dans le fond, il va y avoir un changement de ton, puis c'est pas mal dû à ça aussi, là. Tu sais, en tout cas, on va en parler là, pendant le film, là, c'est comme deux films là, qu'on a collés ensemble, puis c'est un peu à cause de ça aussi, là. On a deux réalisateurs, deux visions, tu sais, c'est comme on colle un film ensemble. Qu'est-ce que M. Kennedy a fait avant de décéder tragiquement? Là, je ne sais pas exactement. Là, il a peut-être juste eu son nom dessus là, par question de respect. Là, je ne sais pas. Je vais regarder la semaine, la prochaine fois là, pour Mad Max Fury Road. Est-ce qu'on a quand même gardé des. Est-ce que M. Kennedy a encore dans son nom un peu partout, là, dans le producteur, des affaires de même, là, je ne serais pas surpris. D'après, j'ai commencé à lire un livre pour me rendre à Fury Road en audio. Là, mais je veux dire, ce que je peux comprendre, c'est que M. George Miller, c'est un gars qui est peut-être trop gentil, puis, en tout cas, je vais en parler là, la prochaine fois, là, quand je vais parler de Mad Max Fury Road, mais ça a l'air d'être vraiment un bon gars, puis que, dans le fond, il va se faire manger par le système Hollywood pas mal là, au courant des années, là, même s'il va avoir beaucoup de succès. Là. En tout cas, je vais tout pas mal détailler ça là, au prochain podcast. Mais, tu sais, dans le fond, là, il est en Australie, puis il fait ses affaires, mais là, il tombe là, dans le côté là, de plus Hollywood, puis dans le fond, il commence à embarquer dans la machine, quelque chose qui n'est pas trop habitué avec, puis, tu sais, dans le fond, c'est ça va peut-être un peu paraître aujourd'hui que, dans le fond, il se fait manger un peu par il ne peut pas juste avoir nécessairement sa vision à lui, puis, dans le fond, on va essayer là, d'embarquer un peu plus de commercial dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça, en tout cas, je vais en parler plus là, au prochain podcast quand je vais avoir plus écouté le livre et avoir plus compris là, qu'est-ce qui s'est passé au travers de ça. Mais ce que je peux comprendre, c'est que dans le fond, le début du livre, on parle un peu de cette partie-là. Fait que je voulais être sûr de l'avoir écouté avant là, de parler là, du film d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, un peu comprendre comment que c'est, parce que c'est bien beau lire sur Wikipédia puis une couple d'autres sites là, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé au travers, mais tu sais, ça m'aide un peu à savoir un peu là, qu'est-ce qui se passe dans la machine, en voyant une autre perspective là, avec le livre en question là, que je lis, là, mais est-ce que j'en parle la prochaine fois. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Après avoir été exilé de la ville la plus avancée d'une Australie post-apocalyptique, un vagabond voyage avec un groupe d'enfants abandonnés pour se rebeller contre la reine de la ville. Fait que le film aujourd'hui, on va essayer d'embarquer un peu de culture de les choses qui courantes. Là. On avait la chanteuse Tina Turner à l'époque qui avait une bonne carrière. On avait, on va essayer de faire ça, mais on va essayer aussi de mélanger des affaires, ce qu'on a vu là, avant, là, Road Warrior. On va essayer de faire comme un peu un mélange de tout ça à certains. On va essayer de comme un peu encore développer l'univers là, de Mad Max, là, l'univers post-apocalyptique. Là. Mais tu sais, en fait, là, d'idées et tout ça, c'est pas mal comme les deux derniers films. Là. Je veux dire, on essaie de juste comme explorer cet univers-là. Thématique de fond, des affaires de même, il n'y en a pas bien. On essaie là, de juste comme un peu. L'affaire aussi, c'est que Mad Max, le personnage de Max, il est comme. C'est comme juste un avatar qui se promène au travers là, de cet univers-là, puis il fait juste comme régler là, des situations, puis c'est tout, il continue son chemin. Là, c'est un cowboy solitaire, là, il fait juste partir, là, puis après ça, à la toute fin, il s'en va vers son soleil couchant. Là.
il n'y a pas de, comme de moralité, des affaires de même. Il n'y a pas généralement là, de thème. À part l'idée là, de visuelle, là, d'apporter là, cet univers-là. Ben, il ne faut pas ben chercher plus que qu'est-ce qu'on voit. Mais en même temps, ben, c'est un film, c'est un médium visuel. Puis c'est ce qu'on veut voir en bout de ligne. C'est ce que c'est en bout de ligne. Fait que moi, le film, je l'ai vu, ben, comme les deux autres, là, je les ai vus le même nombre de fois là, chacun. Ça doit être ma 3e, 4e fois. Là. En tout cas, ce que j'ai expliqué là, dans les 2 derniers podcasts, là, dans cette rétrospective-là, là, c'est pas mal le même cheminement. Fait que le film ouvre avec une chanson là, de Tina Turner qui avait gagné là, ben, la chanson, là, dans le fond, Tina Turner va avoir écrit 2 chansons là, pour le film aujourd'hui. Là, c'est la chanson qu'on entend au début, puis We Don't Need Another Hero à la toute fin. Elle, dans le fond, là, ben, les 2 chansons en tant que telles, là, c'est correct que je pense que j'aime mieux la toune de fin, en tout cas je la connais plus, la toune de fin, là, mais je trouve que les deux fit très bien ensemble. Là, hein. Madame Turner avait enregistré là, les 2 chansons pour le film d'aujourd'hui. Elle, ben c'est ça, elle avait une bonne carrière là, à cette époque-là. Je pense qu'elle venait d'avoir justement là, pas un Oscar, là, mais un Grammy là, pour sa trame, pour un album qui venait de sortir, là, quelque chose comme en 1984. Puis, dans le fond aussi, toutes les simples de l'album aujourd'hui ben, vont être des chansons nominées. La chanson d'introduction que j'ai juste pas nommée, là, que j'ai pas marqué là, le nom de la chanson sur mes affaires, pour ceux que j'oserais que je tourne alentour du pôle. Mais cette chanson-là a gagné là, meilleure performance là, pour une chanteuse. En tout cas, je veux dire, ça a été c'était comme son moment de gloire là, à ce moment-là. Puis même, tu sais, c'est comme 3 simples de suite. Là, puis, tu sais, je vais pas regarder avant puis après. Là, c'est juste comme que, mettons, tu ouvres Wikipédia, ben, t'as comme le simple avant puis le simple après. Puis le simple après, c'est une chanson qu'elle a collaboré avec Bryan Adams, It's Only Love. Puis une autre chanson qui était aussi là, nominée. Là. Fait que, tu sais, c'était vraiment le gros moment là, pour cette chanteuse-là. Bien sûr, je n'avais parlé là, de elle là, en 1995 là, avec le film de GoldenEye, là, que j'aimais beaucoup cette chanson-là, mais tu sais, bon, c'est correct. Je veux dire, c'est pas une actrice là, ou une chanteuse plutôt qui ni chaud ni froid. Là, tu sais, sa carrière, là, je connais pas mal les tunes en général, là, mais tu sais, je l'ai-tu mis. Ben, tu sais, c'est sûr que, comme beaucoup de monde, quand il décède, là, est décédé là, il y a 1 an ou 2, là, puis, tu sais, on écoutait un peu les chansons, un peu, là, juste pour en genre d'hommage, là, des affaires de même. Là, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup là, en tant que chanteuse, là, mais ça fait pas partie là, de mes chanteuses à écouter là, en rotation. Là. Fait que, tu sais, pour ce que j'ai entendu, là, je veux dire, c'est tout le temps du correct là, et plus. Là, c'est rarement là, dans le côté que j'aime pas. Là, je veux dire, c'est tout. J'aime bien en tant que tel, là, mais. C'est ça. Fait qu'elle va avoir contribué là, dans le côté musical, puis bien sûr, ben, je vais en parler là, dans quelques minutes là, dans le côté actrice pour le film. La musique aussi là, du film, là, on a remplacé Brian May par Maurice Jarre, excusez. C'est un auteur français il collaborait là, avec beaucoup un producteur à l'époque. Ben, je pense que le compositeur est décédé en 2009, là, mais il composait souvent là, pour un réalisateur. Là, je pense qu'il a fait 9 productions avec lui. Là, puis on va commencer là, avec le film Lawrence of Arabia, là, qui est un film là, vraiment
que j'ai pas vu, mais qui était vraiment là, oscarisé. Là, puis en tout cas, un film qui est regardé là, comme un des chefs-d'œuvre là, qui existe. Fait qu'il a composé la musique pour ce film-là. Puis, tu sais, jusqu'à dernièrement, là, en 1984, ben, tu sais, où ce qui a été nommé là, pas nommé, dans le fond, il avait gagné, là, je pense, un Oscar là, pour meilleur trame sonore aussi. Là. Fait que, tu sais, c'était comme un peu le compositeur de l'heure. Là, tu sais, on tombe avec la chanteuse de l'heure, le compositeur de l'heure. Tu sais, fait que le côté musical, là, on s'est quand même là, préparé là, pour le film d'aujourd'hui. Puis moi, en tant que tel, le trame sonore, ben, ça va un peu dans la veine de qu'est-ce que Brian May a établi pour la franchise, là, les deux derniers films. C'est à peu près égal à ce qu'on a entendu là, dans Road Warrior. Je pense que j'aimais mieux la trame sonore de Road Warrior, honnêtement, là, mais tu sais, c'est très égal. C'est pas des trames sonores qui m'ont vraiment épaté, honnêtement. J'étais un petit peu là, dans le côté là, ben, il y a comme un style tout le temps plus théâtral. Puis oui, c'est un film là, que tout est tout le temps un peu plus théâtral, tout le temps plus élargi, puis ça fait la même. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça pour pas mal le côté musical là, de tout le film. Fait que là, c'est là où on retrouve Max, toujours joué là, par Mel Gibson, avec une belle perruque que je sais pas pourquoi qu'on y a mis ça. Je veux dire, ça fait plusieurs, je sais pas, de semaines, de jours, probablement un bon temps là, qui est tout seul en train de rôder là, dans le désert, qui, je veux dire, qui est juste en train là, de tu sais, il est juste en chemin, on ne sait pas exactement où il s'en va, mais il s'est procuré une genre de caravane, où il y a plusieurs morceaux ensemble, mais que c'est là qu'on a le retour là, de Bruce Spence aussi, là, qui va faire un autre personnage. Bruce Spence, il jouait là, je me rappelle pas comment on l'appelait là, dans le dernier film, le Giro. Ben là, il fait un autre personnage qui est dans les airs, qui vole, mais qui n'est pas le même personnage. Jedediah, là, lui, il y a un garçon aussi. Je dirais que le garçon, je pense que j'adore ce personnage-là. Même l'acteur, je pense, je veux dire, il est comme tellement extraverti. C'est comme on a donné là, il a besoin de Ritalin, tout simplement, je pense. Il est vraiment là, il est toujours en train de crier, toujours sur les nerfs. Puis je pense que j'aurais pris Bruce Spence, je n'avais pas vraiment de besoin, honnêtement. Je pense que j'avais juste besoin du petit gars en train là, de juste tout le temps être en train de crier, tout ça. C'est comme quasiment le chef de la bande en tant que tel, ben, du duo. Puis, tu sais, dans le fond, les autres vont commencer à vouloir. Ils vont s'arranger pour accrocher Max pour que lui tombe de sa caravane. Sans le tuer en tant que tel, puis sans le blesser à rien, mais ils vont s'arranger puis pour qu'il tombe, puis que dans le fond, Jedediah va voler la caravane, tout ça, puis dans le fond, les autres, ils vont partir, ce que Max va comprendre, là, ou ce que ça va... va peut-être le suivre carrément là, les tracks dans le sable, puis ça va l'amener à Bordertown. Avant de continuer, ben c'est ça, je vais parler de Mel Gibson, que lui, en bout de ligne, là, il a fait 4 films là, entre-temps, là, depuis qu'on en a parlé là, en 1981 avec le film du World Warrior. Là, mais tu sais, toujours des films là, qui ont comme monté là, quand même là, son statut là, de star. Je pense pas qu'il y ait un film là-dedans que j'ai vu, là, l'année de tous les dangers, là, avec... un peu l'année de tous les dangers avec Sigourney Weaver, j'ai pas vu. The Bounty, La Rivière, puis Madame Soffel, j'ai vu aucun de ces films-là. Mais c'est ça, tu sais, mettons, on se dit, bon, mais il est reconnu pour une autre grosse franchise aussi, là, mais ça va venir juste après, là, avec L'Arme Fatale, là, en 1987, là, mais ça, en tout cas, un jour, on parlera peut-être de L'Arme Fatale. Mais il est toujours comme un peu star grandissante, tout ça. Là, mais je veux dire, on est en train de quand même solidifier là, son rôle là, d'acteur reconnu là, à Hollywood.
C'est ça, tu sais, je veux dire, on est 4 ans après là, le film The Road Warrior. Et il a vieilli encore un peu. Là, tu sais, je veux dire, c'est parce que j'ai parlé, là, dans le fond, là, entre le un et le 2 qui semblait avoir vieilli quand même beaucoup. Ben, on dirait qu'il a pris plus que 5 ans quasiment là, entre le deuxième film et le troisième film. Là, en tout cas, on dirait qu'il mûrit encore beaucoup plus. Là. Tu sais, c'est pas dans le mauvais sens là, en tant que tel. Là, c'est juste qu'il est devenu un homme, mettons. Là. C'est tout ce que je pourrais dire. Fait que Max, il se ramasse là, à Bartertown, je veux dire, on a filmé là, un peu partout. On est toujours resté là, en Australie, là, mais la ville là, de Bartertown, là, il y a des parties là, où c'était reconstruit. Puis on a filmé alentour là, de le secteur là, de Coober Pedy. En tout cas, c'est un village. Là, puis on l'a probablement tout redressé là, pour que ça a l'air là, du village post-apocalyptique. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, tout le visuel qu'on a, on a quelqu'un là, qui essaie de vendre de l'eau à Max, puis l'eau est radioactive, on voit que le monde, là, ils vendent n'importe quoi. Là, dans le fond, ils veulent juste vendre le stock pour survivre. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est tout le visuel, tout le côté, là, l'atmosphère, tout, dans le fond, tout ce qu'on voit là, à ces moments-là, je trouve ça, tu sais, ça l'embarque dans tout ce qu'on a vu avant, puis tout ce que, tu sais, on comprend on élabore encore l'univers là, de Max. Puis je trouve ça, je veux dire, je suis émerveillé pareil à voir ça. Comment. Faut quand même penser qu'on est en 1985, où on est en train de construire ce style-là. Puis c'est comme on a on élabore, puis c'est la première fois qu'on voit un village, un vrai village. On avait comme la raffinerie là, au milieu du désert là, dans le deuxième film, mais là, c'est comme on a plus gros. C'est un peu l'idée là, on a une suite, on est toujours avec l'autre film avant, on devient plus gros, là, c'est ça. On a à la place d'avoir un petit campement au milieu du désert, là, on est rendu avec une ville au milieu du désert. Fait que tout ça, je trouve que c'est bien pensé. C'est tout le côté là, visuel. On voit que George Miller est toujours au top de sa game. Là, je veux dire, tout en fait là, de visuel. Ça va être ça tout le long du film, là, quand même. Je sais pas, George O'Givilis, qu'est-ce qui... Excusez, je pense que je vais mélanger son nom, mais O'Gilvis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a apporté beaucoup là, en tant que production, nous affaires de même, là, à part peut-être juste réaliser là, d'être sur le plateau de tournage, mais ça sent que c'est toujours George Miller qui est en arrière, puis qui est les concepts. Là. En tout cas, surtout là, pour Bartertown, là, je veux dire, c'est George Miller certain. Là. Fait que Max va trouver là, un endroit là, comme dans le fond pour vendre ses services parce que lui il veut retrouver la personne qui a volé sa caravane. Fait qu'il va il va trouver une place là, pour s'enligner là, pour pouvoir vendre son stock. Puis dans le fond c'est lui qui veut vendre. Puis là, finalement, il va se ramasser là, en face là, il va se battre là, il va vendre ses services pour un personnage qui s'appelle Auntie, là, qui est comme la gouverneure là, ou la reine, ou en tout cas, c'est la personne là, qui gouverne là, tout le village, qui a fait des lois là, pour le village, tout ça. Joué par Tina Turner. Fait que, tu sais, le côté actrice de Tina Turner, tu sais, est très théâtrale. Je veux dire, c'est toujours un petit peu exagéré. On voit que c'est pas sa force. Peut-être mieux des fois de chanter au lieu d'être actrice. Elle a une présence d'écran, ça, il faut le donner. Mais la présence d'écran, c'est toujours quelque chose. Quand tu as quand même des acteurs qui sont quand même qui apportent quelque chose en tant qu'acteurs,
comme Mel Gibson à côté d'elle, ben ça joue un petit peu. C'est juste que, tu sais, elle essaye trop. C'est tout simplement, là, je pense qu'elle fait trop. Ça va quand même un peu avec le film. Fait que c'est pour ça que je peux pas vraiment dire que je l'aime pas comme personnage ou comme actrice, parce que ça va quand même avec l'ambiance, avec tout le côté exagéré. Tout est dans le fond, là, dans le piton, là, dans tout ce qu'on voit, puis dans tout ce qui est joué, dans tout le scénario, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ça va quand même avec le film, mais on voit quand même que c'est pas une actrice. Ça se voit quand même dans le fond que c'est pas... quoique je sais pas si elle a fait d'autres choses par la suite ou avant. Mais bon, peut-être que je changerais mon fusil d'épaule, voir qu'elle est capable de faire là, d'autres choses là, que juste être exagéré puis des affaires de même. Là. Mais j'ai l'impression que c'était un peu une note pareille qu'elle fait tout le long. Mais si, mettons, on la compare là, à Lord Humongous la dernière fois ou à Toe Cutter là, dans le premier film, ben, tu sais, je veux dire, elle a pas. Ben, tu sais, Toe Cutter, bon, elle est peut-être un peu sur le même pied, là, parce qu'en bout de ligne, Toe Cutter, c'était un personnage, mais c'était pas. Il était pas assez de l'avant-plan, là, comme que Lord Humongous l'était, là. Puis, tu sais, Lord Humongous, je pense. Je sais même pas avec la semaine prochaine si on va pouvoir l'accoter, là. Pour moi, je pense que c'est rendu. Un de mes top vilains là, de tous les temps dans tous les films. Là, c'est, tout ce qui est Lord Humongous, là, je vais juste y repenser. Ça fait quelques semaines, là, puis c'était tout un personnage, puis que je pense qu'on pourra pas raccoter. Là. Fait que, ben c'est ça, fait que on est introduit à elle, là, puis elle a besoin de quelqu'un pour régler un petit problème là, de méthane, qu'elle veut prendre le contrôle là, totalement, là, qu'elle sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de la tasser tranquillement. Là. Fait que, elle, son problème, là, c'est qu'il y a. C'est ça, elle, ben, c'est toujours une question là, d'énergie, là, comme dans les deux derniers films. Là. Puis, elle, ils veulent exploiter là, le méthane qui est ce qu'on va nous expliquer là, que c'est fait là, de merde de cochon. Puis c'est ça, c'est qu'ils exploitent ça d'une telle manière. Là. Il y a un genre de je sais pas, une usine, là, une ferme, quelque chose de même là, à cochon. Là, puis dans le fond, il y a quelqu'un qui est tout en train là, de avoir le contrôle là-dessus. Là, ben, on dit une personne, mais dans le fond, c'est deux personnes. C'est le Master Blaster, Master la tête, puis Blaster qui est le corps. C'est comme ça, ils fonctionnent ensemble. C'est comme le cerveau, puis le gros corps, c'est la tête, puis le henchman qui sont un dans deux, ou plutôt deux dans un. Puis c'est ça, elle, dans le fond, elle a le problème là-dedans que c'est lui tranquillement, ben, il veut prendre le contrôle de tout parce qu'il y a le contrôle de l'énergie. Fait qu'il contrôle l'énergie, ben, il contrôle tout dans ce monde-là parce que c'est tout en bout de ligne. C'est tout le transport, c'est n'importe quoi. Là, c'est la base de l'économie tout court. Là, fait que elle, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut garder le contrôle là-dessus parce que c'est toute une question de pouvoir en bout de ligne. Là. S'il doit avoir une thématique dans tout, là, c'est tout le pouvoir là, en bout de ligne. Mais c'est ça dans Mad Max tout court. Là. Fait que elle, ce qu'elle veut, c'est elle veut comme faire ça en guillemets légalement, là, de se débarrasser là, de Blaster. Elle veut garder Master pour que lui puisse continuer à faire à s'occuper du méthane, mais elle veut Blaster que lui soit réglé. Puis en même temps, ben, ça la remet à sa place, ça met Master à sa place. Mais en même temps, ben, elle a le contrôle. Il ne peut plus arriver puis juste comme arriver avec ses gros bras puis pouvoir brasser essayer là, de faire de la pression, des affaires de même, parce que là, il est juste la tête, mais il n'est pas physique. Là, c'est une petite personne là, qui est là. Fait que physiquement, il n'est pas imposant. Juste en étant master. Fait que elle veut exploiter ça, mais c'est ça. Fait que en même temps, ben, elle établit des lois là, dans sa ville, puis elle veut pas. Elle veut faire ça correctement avec les lois qu'elle a faites, puis qu'elle veut trouver une manière
pour pouvoir tuer Blaster. Parce qu'elle pourrait arriver puis juste le descendre. Elle pourrait arriver et faire ça. Sauf que là, ben, ça ferait ça pourrait faire une révolte. Ou ça, je veux dire, dans le fond, la confiance envers elle pourrait être rompue. Fait que elle, ce qu'elle veut faire, c'est que elle veut trouver quelqu'un qui va trouver, avec Max, là, elle veut trouver que lui trouve un genre là, de malentendu, puis que quelque part, qu'ils doivent se battre à mort là, dans ce qu'ils vont appeler le Thunderdome. Puis que dans le fond, que c'est pas Max, ça va être un autre, puis après ça va être un autre, puis ça va être un autre. Là, à quelque part, elle veut que Blaster se fasse tuer. Là. Puis là, ça tombe que c'est Max qui est là. Puis c'est comme par. Je sais pas si c'est vraiment ça, là, mais ça tombe que Master a finalement récupéré le camion à Max. Fait que Max, lui, va arriver puis vouloir revoir son camion. Fait qu'il va comme lancer Blaster à un duel. Puis finalement, ils vont se ramasser là, dans ce qu'ils appellent là, le Thunderdome, qui est une cage. C'est juste un combat là, à la mort. Comme il n'arrête pas de répéter, il y a 2 personnes qui rentrent, puis il y a une personne qui sort. Puis ce qui est intéressant là-dedans, dans la cage, c'est qu'on peut. C'est un combat à la mort, puis il y a n'importe quoi pour se tuer, dans le fond. Ils vont se battre avec un bâton de baseball avec des pics dessus. Il y a une genre de grosse lance là, avec une lame au bout. Je pense qu'il y a vraiment une manière là, d'appeler ça, c'est pas une lance, là, mais en tout cas, il y a un genre de gros marteau à la tord, là, je veux dire, c'est une genre de pioche là, ou quelque chose de même. Là. Puis, si mécanique, tu sais, on s'attaque avec n'importe quoi, puis, tu sais, en bout de ligne, à part, je pense, le marteau, là, c'est la seule affaire qui réussit à toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui regarde là, qui va se faire tuer accidentellement là, parce que je veux dire, c'est tellement dangereux, mais c'est ça, en tout cas, tout le côté là, où en plus sont placés sur des cordes de bungee, ça fait comme si c'est comme des super-héros qui se battent, là, parce que dans le fond, Max peut comme voler un peu partout dans la cage. C'est vraiment assez spécial de comment on a monté ça. Je pense que dans un des films des X-Men, on a vu un genre de combo. Là, je pense que c'est dans X-Men 2, où on a Nightcrawler, je pense, me semble. Là, peut-être que je mélange tout ensemble. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté X-Men. Là, il faudrait que je les réécoute là, pour le fun. Là. Ou même on a Wolverine là, qui est introduit là, dans le premier film. Exactement dans l'ordre, là, je ne suis plus trop certain, là, mais où est-ce qu'on voyait justement là, comme des super-héros se battre, là, je pense qu'il y a même un film de Spider-Man là, qu'on le voit là, dans une cage. Fait que ça fait similaire, mais là, c'est comme on a quasiment la genèse de ça d'un côté. Là, je ne sais pas qu'on n'a pas eu de combat dans une cage avant. Là. Mais avec l'idée du bungee, des cordes de bungee pour pouvoir comme sauter partout puis pouvoir grimper au plafond, des affaires de même, je suis pas mal sûr qu'on n'avait pas vu ça avant. Peut-être que vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler. Mais ça donne le côté exagéré, ça donne le côté, là, je veux dire que si mettons on a vu un combat avant, on peut voir encore plus spectaculaire, mettons, là, quelque chose là, qui vaut un spectacle. On est l'année là, de Rocky IV, où dans le fond, on a trouvé une manière là, d'embarquer là, dans un combat, dans un ring, mais je veux dire, tout le temps de mettre un peu plus là, de grandiosité. Là, là, on avait trouvé Drago pour cette année-là, mais c'est une manière aussi que on se dit, bon, ben là, à la place de tout le temps faire des combats de même, ben là, c'est ça, nous autres, on va arriver, puis on va juste comme mettre des cordes de bungee dans l'arène, puis on va augmenter ça. Mais je parle qu'on est l'année de Rambo, on est l'année aussi de Rocky IV, je veux dire, mais on est l'année aussi là, de Rambo 2, on est l'année là, de Goonies que j'ai fait, là, mais puis A View to a Kill, des affaires de même, là, où ce que,
on avait tout le temps un peu d'exagération. On était en train de faire du boom, là, où ce qu'on a. Tu sais, on faisait comme du. Je ne veux pas dire de n'importe quoi, là, peut-être Goonies, là, puis le View to a Kill, là, c'était un peu plus du standard dans leur franchise, là. Mais, en tout cas, c'est genre, je mets ça, mettons, sur Rambo 2, là, mettons. Tu sais, on veut juste comme faire du entertainment, du boom, du visuel, du grandiose. Puis, tu sais, ça va avec ça, là. Qu'est-ce qu'on voit avec le combat, là, dans l'arène du Thunderdome. Fait que on a le combat, finalement. Ben, ce qu'on va comprendre, là, c'est que Max, lui, un peu plus tôt, il y avait un sifflet, là, je pense, dans le camion, puis il a utilisé ce sifflet-là pour souffler dedans. Puis que finalement, ben, Blaster, lui, il a une faiblesse pour les sons aigus, j'imagine, puis que dans le fond, là, il perd le nord là, quand on va souffler là, dans le sifflet, puis Max va utiliser ça à son avantage. Il a gardé le sifflet sur lui, puis tu sais, on a le standard d'un combat, par contre, là, sur le côté, qu'il y a le sifflet au début, mais ça le fait, il va l'échapper, puis dans le fond, il va y avoir un combat complet qui n'essaiera pas d'aller rattraper le sifflet, ben éventuellement, il va retomber en face du sifflet, puis il va siffler dedans, puis que Blaster va être tout étourdi, puis Max va prendre le dessus, là, il va prendre le gros marteau, puis il va y faire partir là, son casque là, de sa tête. Tu sais, on a gardé tout l'aspect là, côté sadomaso qu'on avait, là, tout le monde en cuir, puis des affaires de même. On a gardé pas mal là, ces aspects-là là, de Road Warrior qu'on avait eu, mais c'est ça. Là, il y a comme on n'avait pas vu là, qu'est-ce que Blaster avait de l'air. Puis c'est là on va voir finalement là, que c'est ça. Ça a l'air d'être plus un. On voit là, par le visuel là, que Blaster, c'est un déficient intellectuel. Un déficient intellectuel, puis, tu sais, dans le fond, Max n'arrivera pas à dire qu'il est capable de le tuer, là, même si c'est ça qu'il doit faire. C'est l'entente pour aller dans le Thunderdome. Fait que, dans le fond, quand il vient pour le tuer, puis il se rend compte de ça, ben, il décide que non, ben, tu sais, il peut pas se rendre au bout. Fait que, on va l'exécuter. Carrément, puis là, ben, c'est sûr que là, Master va découvrir que, dans le fond, c'était comme tout un plan pour en arriver à la fin de Blaster. Fait que c'est sûr que Master est pas bien content de ça. Dans le fond, il va être comme. Ben, ça change absolument rien rendu là. Mais sauf que le côté, ben. C'était se débarrasser de Blaster. Fait que Master, lui, est envoyé en cage, puis dans le fond, il continue à faire ce qu'il avait à faire en bout de ligne, mais fait juste superviser, mais en même temps, ben, il ne sert plus à grand-chose, dans le fond. Là, on voit qu'il est maltraité par la suite, probablement aussi parce qu'il a comme maltraité le monde aussi en tant qu'avec Blaster. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est pour le côté à Master, mais on va y revenir un peu plus loin. Max, ne voulant pas faire ça, ben, en bout de ligne, ben, il va devoir être comme, ben, pas jugé, là, mais on va comme, on va lui donner le fait qu'il n'a pas rempli son côté là, de contrat là, pour se battre là, dans le Thunderdome, qu'il n'a pas tué son adversaire. Ben, il va être envoyé, là, je sais pas, c'est la roue de fortune ou quelque chose de même, où il y a plein de sentences. On parle des sentences là-dedans. Là, on parle là, il perd tous ses biens, il perd il va travailler intense, il va être acquitté, il va se ramasser là, dans le Underworld, mais l'Underworld, là, c'est travailler pour le méthane, là, en tout cas, puis l'usine là, qu'on parlait un peu plus tôt. Il pourrait se faire amputer, emprisonnement à vie. Puis, tu sais, dans le fond, il y a une place aussi, là, puis qui prend beaucoup plus d'espace. C'est Auntie qui décide, là, le personnage là, de Tina Turner, c'est elle qui va décider de son sort. Mais ça va tomber là, sur Gulag, où finalement, ben, on va envoyer là, Max dans le désert avec un casque sur la tête.
Puis, dans le fond, là, il va être comme banni là, de Bartertown, mais sur le dos d'un cheval à reculons. Fait que, dans le fond, il comme pourra pas... il va juste comme cramer au soleil là, jusqu'à l'éternité. Là. Fait que là, on est à 46 minutes du film. Puis c'est là que le film va faire, je sais pas si on dit un 180, si on dit un 90 degrés, c'est qu'on part dans carrément une autre direction. Là. C'est comme le film, on voit que c'est comme la suite de Road Warrior, c'est quand même assez solide jusqu'à là. Puis le film, il vire totalement d'autre chose. Là. C'est hors de ce monde comment que le film il fait un virage là, pour la prochaine 20 minutes, une demi-heure. Là. Max, dans le fond, son cheval va mourir, puis là, dans le fond, éventuellement, il va essayer de partir de là, il va réussir à se défaire du cheval, puis on voit que, il est dans le désert, puis qu'il y a comme du sable mouvant, puis, dans le fond, il peut être perdu là, dans tout le sable de même. Mais il va finalement, il va comme s'évanouir, puis il va se faire retrouver là, par le personnage là, de Savannah, qui est joué là, par Ellen Boddy. Elle a étudié, là, étant jeune, là, ben avant le film, là, elle avait étudié là, comme étant là, une danseuse classique à un très jeune âge, là, genre à l'âge de 8 ans, puis après ça, elle devait. Elle a étudié quand même là, pour devenir chanteuse à tel conservatoire. Puis, dans le fond, elle a gradué de tout ça, mais finalement, elle s'est ramassée. Là, dans toute sa carrière, on voit ça qu'elle joue dans des rôles un peu. C'est pas, elle n'a pas une carrière constante. Elle est encore actrice, mais elle a genre 15 crédits, là, mettons sur IMDb, là, elle n'a pas joué dans grand-chose. C'est souvent des émissions de télé, puis un peu partout. Là, mais elle a gagné là, quand même un Oscar, là, mais elle a eu en tout cas, un prix, là, tout simplement, là, pour, comme meilleure actrice là, pour un film, là, le projet d'Alexandra qu'elle a tourné là, en 2000 quelque chose, début 2000. Là. J'ai pas vu le film, là, mais j'ai entendu parler. Là, c'est quelque chose un peu intéressant là, comme idée. Là. Je pense que c'est une madame là, qui veut comme punir son mari, qu'elle a... Que dans le fond, il a battu pendant des années, puis qu'elle est partie, puis là, dans le fond, je pense qu'elle l'a enfermé dans sa maison. En tout cas, c'est très flou. Là. C'est ma blonde, elle l'a vu, puis en bout de ligne, elle m'a parlé de ce film-là, puis ça la ressort un peu. Là. Tout au complet, je n'ai pas vu le film, là, dans le fond. Là, je pense qu'il passait à super écran. J'ai peut-être vu un bout ou quelque chose en même, là, mais je n'ai pas vu d'un bout à l'autre. Là. Mais c'est ça, c'est ça. Fait que, elle l'emprisonne, puis finalement, je pense qu'il y a une vidéo d'elle tout le long, là, puis qui, dans le fond, est en train de montrer que lui, je pense qu'il l'a triché, quelque chose en même, là, puis elle va tricher avec le voisin, quelque chose en même, là. En tout cas, c'est très flou, là, de la description qu'elle m'a donnée, là, mais c'est ça, elle a gagné un rôle, là, pour ce film-là, en 2000, je m'en rappelle pas quoi, là. Fait que... C'est elle qui va comme un peu être pas comme la chef un peu d'une tribu là. Puis tout dans le fond c'est comme c'est tous des enfants dans le fond là de puis tu sais des enfants, je veux dire il y a aucun adulte là, qui reste là. C'est comme il y a juste des enfants. Ou je veux dire qui étaient sur l'avion. En tout cas, c'est pas très clair honnêtement là. Il a fait aussi niaiseux que ça va sonner, ce que je vais dire là. J'étais souvent sur Wikipédia pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'écran à ce moment-là. Là. C'est vraiment assez... J'ai de la misère là, à quelque part là, de suivre le film, là, de qui sont, qu'est-ce qui se passe là, à quelque part à ce moment-là. C'est vraiment tellement une pelle d'en face là, à ce moment-là dans le film, comment que le film fait tellement un virage d'essayer. Puis le ton aussi, le ton, tu sais, il est similaire à Road Warrior jusqu'à là, puis tout d'un coup, on dirait qu'on est dans un film pour... tu
sais, pour genre, je sais pas, 5 ans ou quelque chose de même, là, c'est comme on a un film pour enfants. Tu sais, mis à part qu'on va tuer un enfant, là, tu sais, les autres vont partir là, dans le désert, puis ça va être 3-4, là, puis il y a un enfant qui va se faire enterrer par le sable, là. C'est comme le film, là, pour la prochaine demi-heure, 45 minutes, va devenir tellement différent dans le côté ton que je vais débarquer. Puis dans toutes mes écoutes de ce film-là, souvent j'ai dû faire une pause à ce moment-là. Mon intérêt, là, elle tombe à moins 1000. C'est trop différent. C'est comme, on dirait que la vision, là, de qu'est-ce qu'on a vu au début, c'est comme, Miller est arrivé puis il a dit, ben, c'est ça, il y a un autre réalisateur qui arrive à partir de là, puis ces deux idées-là ensemble là, ne fonctionnent pas. Puis c'est vraiment difficile pour moi de passer là, la prochaine demi-heure de ce film-là. Où ce que, dans le fond, eux autres, ils voient Max comme un genre de messie. Dans le fond, parce qu'il restait comme des vidéos, puis des. Pas des vidéos, mais tu sais, il y a comme des photos là, en. Je me rappelle pas comment on appelle là, ce jouet-là. Là, je pense que tous les enfants des 80 avaient ça là, en bout de ligne. Là, c'est comme des photos négatives. Pas négatives, mais imprimées. Là, puis on peut regarder là, avec comme des jumelles. Là, mais il y a des photos. Là. Puis tu sais, où on voyait là, qu'est-ce que c'était le voyage avec où dans le fond, ils ont pris un avion, puis l'avion a crashé dans le désert. Puis depuis ce temps-là, ben, tu sais, c'était comme avant l'apocalypse. Puis là, ben, tout l'apocalypse a eu par la suite, tout ça. Fait que les autres, ils n'ont pas vu de ça parce qu'ils étaient perdus dans le désert. Ils ont réussi à survivre. Ils ont comme trouvé un petit oasis au milieu où ils sont capables de trouver là, de l'eau et des affaires de même, là, de survivre là-dedans. Ils ont tout l'air en santé, par contre, là, s'ils ont juste de l'eau. On voit Max même manger quelque chose. Fait que, en tout cas, il doit y avoir une genre de forêt au milieu. Là, puis qu'il y a comme, je sais pas, il est capable de trouver de la nourriture là-dedans. Là, puis ben des bêtes, là. Je sais pas comment, là, rendu là, pareil, là, parce qu'ils sont genre une trentaine d'enfants, là, je veux dire, ils mangent, là, quelque part, là, ça va être bon à l'adolescence. Mais c'est ça, fait qu'ils le prennent pour comme un genre de messie, puis, tu sais, à quelque part, là, Max, je veux dire, ils se mettent tous à crier ensemble, puis Max, là, je veux dire, ça lui donne un mal de tête, comme que ça me donne un mal de tête. Je le comprends tellement pas, là. C'est comme si on a. Le script, là, on dirait qu'il y a 2 scripts qui ont vraiment été écrits en séparés. Puis ce bout-là, là, il ne fit pas du tout. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. La connexion, là, elle ne marche pas. Mais c'est littéral. Là, c'est comme ça ne marche pas. Là. C'est comme on a filmé quelque chose. Puis on a filmé autre chose. On a collé ça ensemble. Puis on n'a même pas essayé de faire quasiment un joint. Là. C'est comme ça ne marche pas. Là. C'est vraiment, là, ça frappe. Là. Je vais arrêter ça à ça, mais j'ai vraiment de la misère là, à suivre là, sur ce qui se passe là, en ce moment-là. Même dans mes 2 écoutes là, dans le film, pour le podcast, là, j'ai fait une pause entre les deux. Ce bout-là, là, il m'en prend trop. C'est, je pense, le film là, qui me... Tu sais, j'en ai parlé une couple de fois là, des films que j'ai de la misère à écouter d'un bout à l'autre. Celui-là, là, il remporte la couronne. Il faut que je le dise, là, à partir de ce moment-là, là, il y a tellement une cassure, là. Il y a la couronne, là, médaille d'or pour le bout de me faire perdre là, carrément là, l'intérêt envers un film. Là. Il l'a, là. Fait que ça va revenir un peu plus loin, mais c'est ça. En tout cas, je en reparle dans quelques minutes, mais là, c'est ça. Faut comprendre là, tout ça qu'en bout de ligne, là, c'est eux autres, ils vivent là, dans leur petit monde là, de Peter Pan, puis que, tu sais, eux autres, là, ils attendent le Messie pour pouvoir les ramener là,
à la civilisation, puis tout ça, puis du nom là, du Captain Walker. Puis, tu sais, dans le fond, il donne une calotte qui appartenait probablement au vrai Captain Walker, ben, en tout cas, au capitaine de l'avion. Puis, tu sais, il va comme le lancer, puis le chapeau va s'envoler aussi. Tu sais, fait que c'est comme il rajoute un peu comme un élément magique à ce moment-là, ou quelque chose de même. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment trop différent, là. C'est comme, c'est vraiment pas le même film. Je pense qu'on aurait pu, je me suis mis à repenser, est-ce qu'on aurait pu arriver, puis remixer ça pour que ça fonctionne, tu sais, qu'on commence le film là, je pense que ça aurait été moins pire de commencer dans ce sens-là, puis remixer un peu au travers de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, au travers de tous ces segments-là, de montrer là, comment que Max s'est ramassé là pour revenir. Je pense que le film passerait mieux, puis je serais moins déstabilisé, là. Mais la manière que c'était apporté, là, la cassure, là, ça fait que j'ai vraiment de la misère à garder mon intérêt là, envers le film. Là. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Puis là, c'est comme un 15 minutes, là, où je veux dire, c'est du n'importe quoi. Là. Je veux dire, ça devient une comédie musicale, tout ça. Puis j'ai vraiment aucun intérêt là, dans la comédie musicale. Là. J'aime pas ça tout simplement. Là. Mon intérêt est perdu là, totalement. Là. J'en ai déjà parlé de ça. Là. Mais bon, fait que eux autres, c'est ce sont naufragés, puis comme dans leur petit univers, puis ils n'ont jamais sorti de là. Fait que Max, lui, essaie de prendre de ça, puis dit, garde, je suis pas votre messie, tout ça, je veux dire, j'ai pas rapport là, puis tu sais, dans le fond, le monde que vous voulez voir, ben tu sais, il n'existe plus, là, il a été sauté carrément. Fait que, dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que Savannah, une couple d'autres, dans le fond, eux autres, ils veulent aller voir, ils veulent l'explorer. Fait qu'elle, elle va partir, elle va essayer de partir de là. Éventuellement, Max va essayer de l'empêcher parce que, tu sais, dans le fond, le désert est dangereux. Puis il va l'empêcher. Il va même lui donner carrément un coup de poing au visage pour l'assommer. Il va l'attacher là. Mais il y a quand même du monde qui va aller la détacher pour partir avec elle, pour pouvoir aller explorer, là, pour pire se rendre à Bartertown. Tu sais, pourquoi ils n'ont jamais essayé? C'est sûr qu'il faut une direction pour savoir, là, pour partir dans le néant, mais puis tu peux partir vraiment dans n'importe où. Là. Il faut que tu tombes spécifiquement exactement sur Bartertown. Sinon, tu peux continuer là, dans le désert à tout jamais. Là. Mais bon, fait que pour une X raison, ils ont parti là, dans la bonne direction, puis ils vont se ramasser là, vers Bartertown. Puis Max, ben tu sais, c'est comme s'il va reprendre un peu sa vengeance à partir de là. Il va peut-être vouloir aider là, du monde là, qui sait que c'est des bonnes personnes au travers de ça. Qui ne méritent pas d'être à l'esclavage là, dans la ferme là, ou l'usine là, qu'on a vu un peu plus tôt là, pour le méthane, tout ça. Puis à faire sortir là, Master, que lui, dans le fond, c'est avec tout ça, il a quand même, il s'est fait envoyer à sa mort. Fait que il y a un petit peu peut-être. Ça, c'est ce que je déduis. Là, parce qu'après un bout, il dit là, ben, si on a une chance, il faut aller à Bartertown. Mais je veux dire, une chance pourquoi? Là? Qu'est-ce que tu fais là? En bout de ligne, tu voulais pas y aller, mais là, tu vas y retourner. Max, lui. Excusez. Max, lui, il voulait vivre, là, rendu là, avec les enfants, puis je veux dire, c'est une belle place, c'est comme un endroit isolé, puis il n'y a pas de fou alentour à part tous les enfants qui hallucinent que c'est un messie, puis que, dans le fond, qui va les sauver, tout ça, mais sur le côté, je veux dire, il se voyait là, au pire, là, prendre sa retraite, là, puis regarde, c'est à l'air d'être le plus stable qui peut exister, là, fait que, il était prêt, là, à rester là. Fait que, mais c'est ça, là, il se ramasse à Bartertown à cause de toute la gang, à la place de revirer de bord, là, tout simplement. Tu sais, il était parti tout seul, mais finalement, ben, il y avait du monde qui l'ont accompagné. Puis, tu sais, c'est drôle pareil parce que
c'est ça que ça fait un peu très enfantin rendu là. Je l'ai trouvé drôle pareil. Où est-ce qu'il y a un petit gars qui arrive, puis que Max il arrive, il dit, regarde, lui, là, tu sais, je veux dire, on lui a dit, il vient pas, mais il décide de venir, puis finalement, ben, tu sais, il est laissé à lui-même là, s'il y a quelque chose. Puis la scène tout de suite après qu'on peut voir, ben, il est sur les épaules à Max, puis Max, il doit le trimballer. Tu sais, c'est comme juste tout de suite je veux dire, on va faire juste contredire avec ça là-dessus. Puis, je l'ai trouvé quand même assez drôle. Il faut s'entendre. Là, je ne suis pas parti à rire comme tout, là, mais ça m'a fait sourire quand même. Là. Fait que, voyant, c'est tout aussi le côté à Max qui est toujours froid, puis est toujours assez. C'est pas un personnage qui va rire souvent. C'est toujours un personnage froid, puis que là, il arrive et dit, ben là, lui. Il reste, il est laissé à lui. S'il traîne, il traîne. Là, c'est son problème. Puis, tout de suite après, on voit qu'à quelque part, il a cédé. Puis que le petit gars, il pouvait plus. Puis, il l'a pas laissé mourir. Quelque chose de même. On voit qu'il y a un bon cœur à quelque part. Mais c'est ça. Fait que il se ramasse à Bartertown. Puis, c'est là où, dans le fond, on retombe un peu dans un film de Mad Max à ce moment-là. Mais. Ça a pris au-dessus d'une demi-heure. Là. On est à peu près à 1h20 du film, là, où dans le fond, on commence à revoir un peu où ce qu'on a commencé. Max qui va vouloir libérer Master puis plusieurs autres personnes. Ils vont partir là, dans un camion qui est placé sur des rails. Puis, dans le fond, c'est ça, ils vont s'aligner là, pour faire un peu, là, un rappel là, à la fin là, de Road Warrior. Fait que c'est ça. C'est un peu pour se rappeler là, de Road Warrior, je pense, là, où on a le camion là, qui se sauve avec tous les enfants. Ben, tu sais, pas tous les enfants, mais les 6-7 qui étaient. Puis plus ceux-là qui ont secouru là, à l'usine ou à la ferme à cochons. Là. Puis. Avec Master, puis une couple d'autres, là, Pig Killer, qui était quelqu'un qui avait une genre de petite amitié là, que Max s'était fait. Là. C'est lui qui va conduire le truck, dans le fond, là, pour pouvoir conduire. Il fait juste comme peser sur le gaz, dans le fond. Là. Puis c'est ça, ça va ressembler beaucoup à la fin de Road Warrior. Je pense pas que c'est aussi impressionnant que Road Warrior, honnêtement. Mais tu sais, Max va être plus protecteur, tandis que dans l'autre film, il était juste le conducteur. Mais là, je veux dire, il est un petit peu plus actif. Là-dedans, on a commencé à voir, là, surtout, là, on l'a vu depuis le début du film, mais il y a comme le bras droit à Auntie que lui, Iron Bar qui s'appelle, là, qui est joué là, par Angry Anderson, qui est un chanteur aussi. Là, on tourne un peu tout le temps à côté là, de la musique. Là. Lui, c'est comme un personnage intuable. Hein. À quelque part, là, c'est le second à... c'est le plus antagoniste qu'on va avoir. Là, le plus méchant là-dedans, là, dans le film. Là. Puis, parce que je veux dire, c'est lui qui est comme le méchant en bout de ligne. On peut pas tuer Tina Turner, fait que on met ça à lui, on met ça à son second. Mais Auntie, elle a lancé, là, que je veux dire, parce que là, quand ils sont partis de là, ça commençait tout virer mal, là, du coup, tout au travers là, de Bartertown. Fait que elle, dans le fond, elle veut récupérer le monde, puis dans le fond, elle veut les faire payer. Puis c'est ça, fait que sont lancés pour aller les rattraper. Puis c'est ça, pour essayer d'arrêter le camion, ça marche pas vraiment, honnêtement. Je veux dire, on essaie là, d'avoir d'égaler qu'est-ce qu'on a fait dans Road Warrior, mais on n'est pas là. Honnêtement, on est. J'aime toujours les camions, la manière qu'on les a fait. On enlève toutes les. Quasiment toute la carrosserie, puis on laisse le fond des camions, puis juste le moteur, puis juste quelques tiges, des affaires de même. Ça, je veux dire, c'est remarquable. Là. Visuellement, là, j'ai absolument rien à dire. Au complet, là, je veux dire, je peux même dire que tout ce qui se passe, là, à l'Oasis, là, à Planet Earth, qui appellent leur endroit, là, les enfants. Là, tout ce qui se passe, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais à part même l'avion qui
qui est dans le désert, à moitié couverte de sable, tout ça. Tu sais, tout le visuel, j'ai jamais rien à dire. Tu sais, tout paraît bien dans le film. Mais, puis, tu sais, t'as tous les choix de post-apocalyptique là, que George Miller va apporter, là, parce que je suis certain que ça, c'est des parties encore de George Miller. J'ai absolument rien à dire. C'est juste que la chorégraphie de la bataille, ben, tu sais, est pas, elle accote pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait là, dans Road Warrior. Puis, tu sais, dans la poursuite, là, tu sais, on a, on a Auntie qui se mêle avec ça, puis que, tu sais, on voit qu'on est impliqué, mais, tu sais, il embarque sur, tu sais, il y a comme 2-3 wagons là-dedans. Mais, tu sais, il y a comme un moment d'humour par rapport un peu, tu sais, où ce que, tout d'un coup, puis je le comprends pas tout à fait. C'est comme Auntie, elle a dit à un Black Clip ou quelque chose en même, là, elle dit Blackfinger, je sais pas trop. Elle dit de déclipper un des wagons, mais en même temps, ben, elle essaie d'attraper Master, mais tu sais, là, les wagons se séparent, mais c'est comme il y a une erreur de timing. Je pense qu'elle est comme trop pressée. Elle dit de faire ça, mais en bout de ligne, ben, tu sais, c'est ça, tu sais. Pour essayer de juste comme que le wagon continue, puis que finalement, ben, elle a réussi à le reprendre, puis en tout cas, fait qu'il il y en a un qui est comme un peu attrapé, ben, le Black Clip, ou en tout cas, j'ai juste pas son nom en face de moi, là, mais il essaie de comme se tenir entre les deux wagons, puis c'est correct un peu, là, ça me dérange pas en tant que tel, là, mais je comprenais pas exactement là, le but là, de juste. Tu sais, il voulait créer une situation, mais il savait pas comment y arriver. Puis, fait que, tu sais, pour qu'il y ait quelqu'un qui est comme le pont, que lui soutienne deux wagons ensemble. Je pense que, tu sais, c'est ça, tu sais. Ils savaient pas comment faire, puis fait qu'ils ont fait un peu n'importe quoi pour arriver à cette idée-là. Là. Mais ça, c'est le moins pire des affaires que j'ai vues dans le film. Là. Honnêtement, là, le moins pire des affaires qui n'ont pas de sens, plutôt, qu'il y a dans le film. Fait que tout ça arrête pas mal, là, où finalement, ben, en séparant les wagons, ben, toute l'équipe anti reste en arrière, puis le chariot principal continue à avancer. Mais il doit arrêter parce que Jedediah Junior a fait un barrage sur la traque de chemin de fer pour, dans le fond, essayer là, de voler. C'est comme juste sa carabine, puis il attend que le monde arrive, puis pour après ça, je sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire rendu là, il est tout seul, puis, tu sais, c'est bien que tout le monde doit être armé, tu sais, ça n'a juste pas de sens, mais en bout de ligne, ben, il se rend compte assez rapide que eux autres sont poursuivis par toute aussi la gang à Auntie, fait qu'il sait qu'il n'est pas de taille, fait que il va se sauver de là, puis toute la gang à Max vont le suivre, puis finalement, ben, ils vont rencontrer Jedediah Senior, mais Max, il sait. Tu sais, il l'a comme reconnu dans le ciel. Il sait exactement c'est qui. Tu sais. Peut-être qu'il entendait son garçon, par contre, là, en train de crier de même. Là. C'est peut-être pour ça qu'il l'a reconnu. Puis il a dit, hey, c'est la même voix que j'entendais crier au début. Là. Fait que. Peut-être qu'il l'a vu là, un peu plus tôt. Là. Je n'ai pas remarqué. Là. Je m'en rappelle pas, honnêtement, là, comment que quelqu'un va s'ils ont un contact des yeux, les affaires de même. Là. Mais c'est ça. Fait que. Jedediah, il embarque dans son avion, puis tout le monde embarque. Là, sont genre 10 dans l'avion. Là. L'avion est bizarrement fait un peu. Je pense pas qu'il y a 10 personnes qui rentrent là-dedans, honnêtement. Là. C'est comme. C'est pour ça qu'ils ont fait une drôle de forme pour l'avion, mais je pense pas qu'il y a plus que 3 personnes qui rentrent là-dedans, honnêtement. Là. Mais c'est ça. Fait que tout le monde est supposément à l'intérieur. Puis, c'est ça. Il essaie de se sauver avec l'avion, mais finalement, l'équipe Auntie est rendue trop. Elle arrive, puis l'avion, elle a besoin là, d'espace pour pouvoir partir. Fait que Max va comme, en guillemets, se sacrifier, il va prendre un camion, puis il va dire, dans le fond, moi, je vais vous faire le chemin, puis il va avoir assez de place pour que l'avion puisse décoller, dans le fond, avoir l'espace nécessaire. Je pense pas, je sais pas, tu sais, dans le fond, lui, il avait embarqué avec son camion pour essayer là, de frayer un chemin au travers.
Mais en bout de ligne, en faisant un face-à-face, c'est comme. Il va juste créer un mur en bout de ligne. Mais bon, c'est beau. On est un petit peu là, dans un monde de comic book où ce qu'il va arriver, puis dans le fond, ça va juste comme repousser un petit peu. Au lieu de s'astiner, si maintenant il aurait juste parti avec l'avion, puis il aurait essayé, je pense qu'il aurait été correct, mais il fallait avoir un genre de face-à-face, puis que Max, il réussit à trouver une manière, pour finir un peu comme dans Road Warrior en bout de ligne, qu'il parte de son bord, que comme tout le monde est parti, puis que Max reste tout seul. Fait que, c'est ça, tu sais, ils vont il va avoir un face-à-face direct là, avec le personnage là, de Iron Bar, que ça fait à peu près 5 fois là, qu'on pense qu'il est mort, mais il est pas mort. Tu sais, il y a un bout qui est sur le bord de la locomotive un peu plus tôt. C'était la dernière fois, on pensait peut-être qu'il était mort à partir de là, où il était comme accroché à un genre de barreau, puis qu'en bout de ligne, là, ben, les enfants ont scié le barreau, puis il est tombé là, en bas d'un pont, puis on pense peut-être qu'il est mort à partir de là, mais ça faisait déjà 3-4 fois. Là, au début, il était dans un auto, l'auto s'est fait exploser, mais lui, il était comme collé en face de la locomotive. C'est comme, après ça, il réapparaît, puis là, c'est ça, il est rendu sur le barreau, puis là, il revient, puis je veux dire, il est intuable. Puis là, c'est sans compter aussi ce qui s'était passé à l'usine avant, où il avait reçu je pense que c'était tout un convoyeur sur la tête, puis ça l'a pas tué. En tout cas, c'est un petit peu ridicule, là, mais ça me dérange pas, honnêtement. Ça fait partie un peu du ton là, de cet univers-là, puis qu'il soit intuable de même, là, ça me dérange pas, honnêtement. Là, c'est juste que je le trouve redondant, puis je le trouve pas assez mémorable pour avoir tu sais, de me dire, bon, ben, il est encore. C'est comme, bon, il est pas mort, puis ça me fait rien. Je pense souvent à des personnes là, comme Roquin, l'espion qui m'aimait, là, le film de James Bond de 77, où ce que lui, dans le fond, il était comme intuable, mais Roquin, il était mémorable, il y avait quelque chose qui le définissait. Lui, c'est comme, quand j'ai un personnage de même, là, on n'a pas beaucoup, on a des personnages qui sont intuables, là, dans la franchise de James Bond, on en a beaucoup, là, mais c'est beaucoup limité quasiment aux personnages, les henchmen de James Bond. Il y en a, là, dans beaucoup de films, là, quand même, mais des mémorables. C'est ça, c'est important qu'ils soient mémorables. Quand ils sont comme pas mémorables, ben ça tombe tellement à plat. Puis c'est ça, c'est le cas là, de Iron Bar. Fait que ça finit pas mal de même, un peu pas mal la même manière là, que Road Warrior en bout de ligne. Là, Max se ramasse de son côté. Le personnage qui est joué par Bruce Spence, la dernière fois, c'est lui qui amenait une bonne partie là, de tout le monde là, qui était parti là, de la raffinerie. Ben là, c'est ça, là, lui, il est parti là, avec les enfants, puis le Savannah, puis toute la gang. Là, dans le fond, il part avec eux autres. Il va lui montrer, dans le fond, la ville. Là, je veux dire, il est rendu bon cœur tout d'un coup. Là, il va faire le tour là, de... Je sais pas, je veux dire, ce que je voyais, là, mettons sur Wiki, c'est là où ils s'en vont à Sydney. Je sais pas si c'est Sydney vraiment qu'ils vont, là, mais pour qu'ils comprennent que le monde a changé, que dans le fond, là, il y a eu des attaques nucléaires, puis que dans le fond, la vie qu'ils voyaient, là, le Tomorrowland, là, en tout cas, n'existe pas. Puis que c'est ça, fait que finalement, ils vont. On avait vu Savannah un peu plus tôt montrer, comme à chaque jour, elle récitait toute l'histoire du peuple, de toute l'humanité, dans le fond. Puis là, elle va l'avoir adapté, puis en parlant de Max, comme en gardant là, tout le temps une porte qu'il y a peut-être un nouveau sauveur ou un nouveau. Quelqu'un qui arrive, puis il y a tout le temps une porte ouverte là, pour avoir un nouveau Mad Max qui revienne, que ce soit lui ou un autre. Du côté à Max, il y a le personnage là, de Tina Turner, là, Auntie, elle va le gracier en bout de ligne. Je la comprends pas en tant que telle. C'est trop comme genre, bon, je veux dire, je ne peux pas te tuer parce que je dois rester une bonne personne. Je ne peux pas être vu comme
comme une méchante à cause de ma carrière d'actrice, ma carrière de chanteuse, puis que je ne fais pas ce que je dois faire comme un grand vilain, ben, tu sais, genre, je te laisse vivre. C'est ça que ça me sonne pour moi, puis je trouve ça complètement ridicule comme fin d'idée. Puis c'est ça, rendu là, ben elle part de son bord avec sa gang, puis tout ça. Tu sais, il a tout fait détruire une bonne partie de Bordertown, puis tu sais, il était comme, à quelque part, tu vas pas l'amener pour le faire encore le martyriser, quelque chose de même. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est qu'elle fasse rien avec, mais c'est comme on a frappé, là, on a dépassé le 90 minutes, puis ça fait comme, ben là, on n'a pas de place pour une autre poursuite, quelque chose de même, pour d'autres scènes. Fait que on a préféré prendre une demi-heure de n'importe quoi pendant tout le film. Fait que on n'a pas de place pour mettre quelque chose qui pourrait se passer encore plus haut à la fin. Fait qu'on arrête ça là. C'est comme ça que je vois ça dans mon livre. Alors, en conclusion, ben, honnêtement, là, le 30 minutes, 30-40 minutes là, au milieu du film, là, tue le film. C'est autant que le début était quand même, il était solide, mais il y avait mieux dans les deux derniers films. Honnêtement, là, puis l'adrénaline du premier film, je trouve qu'on la retrouve même pas du tout. Là, c'est pour ça que j'aimais mieux, je pense, le premier film. J'aimais beaucoup quand même la suite, mais le film d'aujourd'hui, là, le dernier 10 minutes est quand même correct, mais le 30 minutes, là, 40 minutes au milieu du film, là, ça tue totalement le film pour moi. Là. C'est pas comme le pire film qui existe, mais je suis vraiment pas capable de l'endosser. Aucun niveau de jaune. Là. Je dois, pour tout, là, il n'y a rien à aller qui va me faire remettre ce film-là dans mon lecteur DVD ou Blu-ray ou n'importe quoi, là, ma Play 5, n'importe quoi. Il n'y a rien qui va faire que je vais réécouter ce film-là. Là. Honnêtement, là, je pense que là, je suis décidé. Là, ce film-là, si le jour où je vais réécouter Mad Max, je vais écouter le premier, je vais écouter le deuxième, je vais sauter à Fury Road. Peut-être pas. On va en parler la prochaine fois. Mais c'est ça. Ce film-là, c'est certain qu'il débarque. Je veux dire, j'ai plus aucun intérêt. Il n'y a pas assez d'affaires que j'aime voir dans le film. Le visuel, oui, il y a quelque chose. Là. Il est le fun à voir au début du film, mais il n'y a rien dans... Je veux dire, c'est des choses qu'on a vues déjà un peu dans le premier film, puis j'ai pas assez d'intérêt là-dedans qui pourrait me dire que je peux subir là, cette demi-heure-là, 45 minutes, là. Je suis pas capable. Je suis pas capable, puis honnêtement, c'est un rouge, là, vraiment là, ferme, là, solide, comme film aujourd'hui. Puis c'est malheureux parce que les deux premiers films sont vraiment quelque chose. Fury Road, je vais en parler la prochaine fois. Est-ce que mes sentiments vont avoir changé, des affaires de même? Tu sais, je veux dire, mais ça reste que, peu importe ce que j'en pense, c'est quelque chose là, qui est bien reconnu, Fury Road. Fait que, tu sais, sachant ça, mettons quelqu'un qui arrive tout frais dans la franchise et va écouter le 1, le 2, peut dire « Wow! » tout ça, puis t'arrives au film, ce film-là, ben, tu sais, puis par définition, ben, tu sais, quand on regarde un film puis ça prend 25 ans avant de faire un autre film, c'est comme un franchise killer, puis des fois, il y a peut-être des raisons pour ça. C'est pas exactement ça. C'est pour ça que j'écoute un livre pour ça, parce que je sais qu'il y a comme un long cheminement pour se rendre à tout ça. Pourquoi que, je pense qu'on était supposé avoir un Mad Max 4. Je veux pas dire 3 ans après, mais il y a eu quand même... c'était pas supposé être si long que ça pour avoir un Mad Max 4. C'est pour ça que j'écoute un livre pour ça. Mais c'est ça, on va en parler là, au prochain podcast là, dans cette franchise-là dans 2 semaines. Mais c'est ça, fait que le film d'aujourd'hui, là, gros rouge. Ça fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on retourne pour la dernière fois en 2024. En tout cas,
Pour la franchise de la planète des singes, j'ai hâte au nouveau film, voir qu'est-ce que ça va donner. Avec 10 épisodes, puis beaucoup d'à côté, là, beaucoup de temps hors podcast, là, avoir embarqué, m'a réinvesti fortement là, dans cette franchise-là. Que ce soit les 14 épisodes là, de la série là, de 74, que ce soit le livre de Pierre Boulle, que ce soit le livre prequel de la guerre de la planète des singes, que ce soit tous les films, les commentaires, les affaires de même que j'ai écoutées. Je veux dire, c'est une des plus grosses rétrospectives que j'ai fait là, au courant là, de toutes les années. C'est pas la plus grosse, là, bien sûr. Là, c'est pas celle-là que j'ai eu beaucoup plus de travail aussi à faire dessus, mais ça en est une quand même qui m'a pris beaucoup d'affaires, puis que j'ai hâte de voir le produit là, du nouveau film. J'ai toujours pas vu de bande-annonce à rien. Je l'ai nommé, qu'est-ce que j'ai vu, là, c'est juste quelques acteurs qui vont jouer dedans, là, ou quelques personnages plutôt, pas les acteurs, j'ai pas regardé les acteurs. Mais c'est ça, tu sais, je vois des commentaires, des affaires de même, là, que ça a l'air est un peu plus enfantin. Est-ce que ça va devenir comme un Beyond Thunderdome? Je le sais pas. C'est-tu ma peur? Je sais pas. C'est le réalisateur que je ne connais pas vraiment à cause de la franchise Maze Runner qui me fait peur un peu parce que, je veux dire, même si je n'ai pas vu Maze Runner, ça me fait peur pareil. Parce qu'aussi en même temps, ben, tu sais, je suis un fan de jeux vidéo, puis c'est le même réalisateur aussi qui s'en va pour faire le film de Zelda qui va sortir plus tard. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir le produit. Mais en même temps, Maze Runner, d'après ce que je voyais, c'était pas vraiment pour moi un film qui a de l'air d'être juste comme film de fantasy futuriste, je sais pas trop quoi, mais tu sais, je pense que j'ai vu la bande-annonce une bonne fois, puis bon, c'est pas vraiment pour moi, là. Fait que j'ai hâte. Mais tu sais, en même temps, j'ai comme pas trop d'attente. On essaie de relancer quelque chose. Je suis quand même ouvert. Je m'attends pas à. C'est quand même une franchise qui a réussi à se réinventer un peu au courant des années et des décennies. Fait que c'est quelque chose que j'attends puis que j'ai vraiment hâte de voir quand même. Puis que j'ai hâte puis j'espère qu'on va avoir un succès, puis que, bien sûr, j'espère que ça va être très solide, puis qu'on va pouvoir peut-être avoir une nouvelle trilogie là, de la planète des singes là, dans un futur, tout ça, mais c'est ça. On va en parler là, la semaine prochaine là, pour le royaume là, de la planète des singes. Fait que, entre-temps, ben, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à commenter là, sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que, je veux dire, c'est autant horrible que je pense en tant que tel? Est-ce que vous donnez un rouge à ce film-là? Est-ce que pour vous, c'est le meilleur? Ça se peut que pour vous, c'était le premier Mad Max que vous avez vu, puis que c'est le plus nostalgique pour vous, puis que quand vous voyez le fameux 30 minutes que je parle là, depuis 30 minutes, ben peut-être que pour vous, c'est le meilleur moment de Mad Max au complet, puis que qu'est-ce qui s'est passé avant ou après le film d'aujourd'hui, ben c'est pour vous, c'est un moment magique pour vous, mais n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et sinon, d'ici le prochain épisode, ben, je vous invite à vous scier une jambe en attendant le prochain podcast. This wasn't part of the deal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. There's been too much violence, too much pain. Just walk away, and I spare you life. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Everybody's gone out of their mind. You're not the only one, Max. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Depth is listening. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix.
Oh, what a day! What a lovely day! Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. The darkest of angels. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. My world is fire and blood. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. The question is, do you have it in you to make it epic? En espérant vous voir au prochain épisode. And the Road Warrior. That was the last we ever saw of him. He lives now, only in my memories. Bienvenue à Bartertown. Aujourd'hui, on parle de Mad Max, au-delà du royaume de... du... Royaume?